Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et comme vous la verrez, en 2025, je vous souhaite une très belle année 2025, remplie de chaleur, de reliance, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, et d'expression de vous-même, voilà. Cette expression de nous-mêmes, elle risque de nous emmener d'ailleurs sur des chemins intéressants. Je pense que ça va être compliqué pour les années à venir. En plus, d'après ce que j'ai lu au niveau du soleil, il va rentrer dans une période très mouvementée. Qui dit soleil mouvementé dit répercussions mouvementées. Soleil mouvementé dit répercussions sur Terre. Nous sommes très sensibles au niveau de l'humanité aux éruptions solaires et à chaque éruption solaire violente correspond des mouvements sociaux violents. Donc, ça risque d'être intéressant. Nous avons à vivre ce que nous avons à vivre pour apprendre ce que nous avons à apprendre au niveau de l'humanité. Chacun d'entre nous, individuellement, va vivre des choses plus ou moins violentes en fonction de ses pensées et en fonction de son niveau vibratoire. Donc, même quand je dis que ça va être compliqué, c'est pas pour ça que je me prévois de vivre dans la galère. Je suis très sereine en fait. Ça va être une période intéressante. C'est sûr. Bon, mais ne paniquez pas, hein, tout va bien. Je veux dire, je envisage quand même la suite comme ça. Ça veut pas dire dans 2 mois. Faut que ça bouge. De toute façon, on peut pas continuer comme ça. Donc, nous avons choisi de nous incarner maintenant et de voir et de participer à tous ces changements. Et en regardant ces vidéos, vous participez à ces changements parce que vous cherchez à avancer, à comprendre. Il faut que cette compréhension ne reste pas sur un plan purement mental. Il est essentiel pour vous et pour l'humanité qu'elle passe sur le plan physique, c'est-à-dire qu'elle s'intègre dans la matière. Entendre que c'est important d'exprimer son authenticité, ce qui est juste pour soi, c'est bien de l'entendre, mais si vous ne le faites jamais, ça ne sert absolument à rien. Donc, votre mental est une toute petite partie de ce que vous êtes sur cette terre. Faites vivre le tout. Ok ? C'est ce que je vous souhaite pour 2025. Alors, je voudrais justement refaire un petit point, ou plutôt poursuivre sur le plan de la biologie. Biologie et spiritualité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des travaux de Bruce Lipton. Je mettrai son nom dans les coordonnées, dans les commentaires. La description plutôt de la vidéo, je vais y arriver. Alors en le disant à la française, Bruce Lipton. Bruce Lipton, c'est il a été enseignant, mais c'est surtout un biologiste, qui a travaillé sur les cellules racines, cellules souches, pardon, les cellules souches. Et il a découvert quelque chose qui, à l'époque, était un peu révolutionnaire, même carrément, c'est que quand on prend une cellule souche, eh bien, vous savez qu'une cellule souche, c'est une cellule qui, en fait, peut potentiellement se transformer en autre chose. À l'époque où Bruce Lipton a fait ses travaux, on en était aux découvertes de l'ADN, on en était à dire que le génome humain, donc sur 20 ans pour séquencer les premières recherches, pour séquencer le génome humain pour savoir comment il était constitué, ça a pris 20 ans, et c'était la première carte d'un humain, c'était extraordinaire. Et on croyait que donc, tout était question de gènes. Alors, si tu nais avec ces gènes-là, tu seras comme ça. Donc, c'était le déterminisme. J'ai du mal aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Le déterminisme génétique. Tout est question de l'inné, de ce que j'ai à la naissance. Les cartes sont en main, les dés sont jetés, et après, tout découle de ça. Et qu'est-ce qu'il découvre, Bruce Lipton ? Il découvre, en travaillant sur ces cellules souches, que s'il met à côté de ces cellules souches qui sont encore indistinctes des cellules de muscles, au bout d'un temps,
les cellules souches se transforment en cellules musculaires. Bon. Okay. Il réitère l'expérience en mettant cette fois, avec de nouvelles cellules souches, donc indifférenciées, des cellules d'os. Les cellules souches se transforment en os. Continue l'expérience. C'est pour lui une révélation. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les cellules de notre corps, donc qui nous constituent, nos constituants, reçoivent des signaux extérieurs et se modifient en fonction de signaux extérieurs. Mais alors, la génétique, le génie génétique, le déterminisme, l'épigénétique était née. C'est-à-dire que nous savons maintenant que dans nos gènes, il y a une partie qui est fixée à la naissance, certes, mais qu'il y a aussi possibilité de transformer et créer, ou plutôt d'activer, de nouveaux gènes qui vont donc nous permettre de nous adapter au milieu. Darwin, nous avons entendu parler de Darwin, pour lui c'était une transformation de génération en génération, il fallait beaucoup de temps. Lamarck, ou Lamarck, je ne sais pas comment ça se prononce, pour lui c'était quelque chose qui pouvait apparaître instantanément. Il a été bafoué et je crois qu'il est mort dans la misère et renié par ses pairs biologistes. Et en réalité, Lamarck avait raison. Dire Lamarck, faisons mieux comme ça. Lamarck avait raison. Nous avons la possibilité dans notre corps de... Enfin, nous avons la possibilité. C'est même pas nous avons la possibilité comme si c'était un choix conscient. En réalité, notre corps se module, se transforme en fonction des informations de l'extérieur. Comme ça. En même temps, au niveau biologie, nous savons pertinemment que nos cellules émettent des signaux électriques, électromagnétiques, électrochimiques, purement chimiques. Donc ça, c'est tous les types de signaux, hein. C'est pas que je cherche les mots. Donc, vers l'extérieur, chaque cellule émet des informations pour communiquer avec le reste des cellules. Mais c'est aussi, alors si on revient sur la physique, qu'est-ce que c'est une cellule? C'est un assemblage de molécules. Qu'est-ce que c'est une molécule? C'est un assemblage d'atomes. Qu'est-ce que c'est un atome? C'est un assemblage, etc., etc. Enfin, je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois. Donc, je voudrais encore revenir sur ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, sur l'interconnexion. C'est que, premièrement, je suis constituée de particules qui sont identiques à des choses qui m'entourent. Quand je dis les choses, c'est aussi le vide qui m'entoure. Sur Terre, ce n'est pas du vide, ce sont des gaz qui m'entourent. Je vous rappelle qu'on ne respire pas de l'oxygène pur. Il y a des gaz dans ce que nous respirons, divers. Donc, il y a là des particules autour de moi. Et je suis constituée de particules. Où est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce qui fait que là, je touche? Ça, c'était une question qui m'avait passionnée quand j'avais 8 ans. Pourquoi je touche la table? Ma sœur venait de m'apprendre que ça, en mathématiques, elle avait vu en cours que on pouvait tendre vers l'infini. C'est-à-dire que là, je suis à 10 cm de ma main, là, je suis à 1 cm, là, je suis à 0,001, là, et en fait, elle me dit, mais tu la toucheras jamais, ta table. Ah oui, mais je la touche.
Ça a été un grand questionnement et je n'ai eu la réponse que récemment. En fait, c'est l'électromagnétisme de la table qui me donne cette sensation de toucher. C'est-à-dire que l'énergie qui relie les particules de la table va aussi repousser les particules de ma main. Donc, l'énergie de la table va repousser l'énergie de ma main, ce qui fait que je ne traverse pas. Nous sommes qu'énergie. E égale mc2, nous sommes énergie. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Bruce Lee? Il nous dit que, à l'échelle macroscopique, parce que quand on parle de particules, on est dans l'échelle quantique. Mais là, à l'échelle macroscopique, eh bien, j'envoie des informations et je m'adapte aux informations qui arrivent vers moi. Involontairement, il y a une communication permanente et une connexion permanente entre nous et ce qui nous entoure et l'univers. On a vu dans la vidéo Sciences physiques et spiritualité que nous baignons dans une mer quantique où à chaque milliardième de seconde, nous avons des particules qui émergent du vide et qui y retournent. Et c'est l'attention que je vais porter aux choses qui va faire le monde réel, c'est-à-dire que tout d'un coup, les choses vont se poser comme ça devant moi. Et si l'on considère le présent non pas comme quelque chose, ou le temps, non pas comme quelque chose de un déroulement, une rivière, mais comme une succession, un damier, une succession d'instants. Simplement, là, je saute sur cette case, puis je saute sur cette case, mais en réalité, ce sont des espaces, espace-temps, puisque ça détermine mon présent. Il n'y a qu'une explication parmi tant d'autres. Mais si on considère les choses comme ça, à ce moment-là, quand je suis sur cette case, en fait, je porte mon attention sur ce monde-là que je crée avec ma pensée. Et les choses se figent. Et là, les choses se figent. Et là, les choses se figent. Et en même temps, je reçois des informations de ma source, quand j'ai le cœur suffisamment ouvert pour pouvoir les entendre et les laisser rentrer, et les informations de ce milieu terrestre matériel dans lequel je baigne. Voilà qui renforce cette idée d'interconnexion et d'intercommunication, et donc de loi de l'attraction. Peut-être vous dites-vous, ouais, peut-être commencez-vous pour ceux qui n'en sont pas convaincus. Alors je vous invite à lire tous les livres scientifiques qui en parlent. Lynn McTaggart, je mettrai son nom aussi dans la description, a fait pas mal de bouquins bien centrés sur ça, à partir de la physique quantique pour parler de l'interconnexion. Travailler avec des grands physiciens pour comprendre, et aussi maintenant elle a créé son propre organisme pour répandre l'information et faire des recherches surtout sur cette notion de lien, d'interconnexion. Le groupe, le pouvoir du groupe, bah oui, parce que quand on est seul à penser quelque chose, ce serait comme un électron isolé quand toutes les particules, pardon, je fais des amalgames des fois, je maîtrise quand même pas énormément la physique quantique. Quand tous les spins sont alignés du même côté, les choses comme ça, quand tout est aligné dans le même sens, on parle de super ou supra-cohérence. Et ça crée une énergie bien supérieure à la normale. Donc, une personne qui pense un truc, qui prie, qui croit à quelque chose, qui met de la foi, si je mets deux personnes, leur puissance augmente. Et c'est ce qui se passe dans la notion de couple, où l'énergie d'amour de l'un va venir renforcer, même si c'est comme ça. Il y a quelque chose, il y a un égrégore, une sorte d'égrégore de sac, de réunification de ces deux énergies parce qu'elles sont en contact. Et négativement, vous connaissez
l'énergie de la foule, des hooligans, d'une foule en furie, où la peur se communique comme ça, où la rage se communique, et on se retrouve, enfin, on peut se retrouver à faire des choses complètement aberrantes qu'on ne ferait jamais en étant seul, même en ayant peur. Parce que, voilà, on est pris dans cet égrégore qui se crée, ce sac qui réunit nos énergies. Bon. Je vais terminer là en vous parlant de cette expérience qui a été menée par un biologiste dont je ne me rappelle plus le nom, sur des végétaux, déjà quand même, hein, c'était au XXe siècle, où il avait mis des électrodes à différents endroits de la plante, et en fonction de stimuli, il étudiait un petit peu est-ce qu'il y avait des variations électriques, donc dans différence de potentiel, dans cette plante. Bon, voilà, il fait des mesures, il regarde, et puis malencontreusement, il était en train à un moment donné de boire son café brûlant. Malencontreusement, il renverse du café sur des feuilles de la plante. Réaction électrique affolée de la plante. Il réagit donc à la douleur de la brûlure. Okay. Donc déjà, on voit qu'il y a une réaction. Bon, d'accord. Donc là, le chercheur est intéressé quand même. Oh, c'est une grosse réaction, c'est intéressant. Plus grosse réaction qu'il avait eue depuis le début de ses études. Et puis, ok, il essaye de nettoyer la plante. Bon. Il laisse ses électrodes et puis la plante revient petit à petit au repos. Bon, ok, il continue, il fait autre chose, il bosse. Et à un moment donné, il se remémore quand il a renversé le café. Et il se demande si ça serait pas intéressant de refaire l'expérience de renverser le café bouillant sur la plante pour voir si... Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de penser à ça et il voit les électrodes reliées à la plante qui se mettent à réagir comme la fois d'avant. Ça a été une des expériences qui ont permis de réaliser que les plantes avaient une conscience et qu'elles pouvaient ressentir les pensées, donc l'énergie, qui émanent des humains. Pas que des humains, de tout ce qui est vivant. Vous connaissez sans doute l'histoire des acacias tueurs en Afrique. Je ne sais plus le nom de la région du pays, mais ces acacias où on retrouvait au pied des... Je ne me souviens plus non plus du nom de l'animal, genre d'antilope, je crois, qui donc mangeait les feuilles d'acacia, mais qui les mangeait bien, qui en grande quantité. Quand ils avaient faim, quand il y avait la disette, ils allaient dévorer les feuilles d'acacia. Et on les retrouvait régulièrement, ces troupeaux, morts au pied des acacias. Pardon. Et ça a été vraiment un grand mystère scientifique pendant longtemps, jusqu'au moment où, en fait, on a réalisé, enfin, les scientifiques ont découvert que les acacias communiquaient entre eux et cherchaient à se défendre. C'est-à-dire que le premier acacia qui était attaqué par l'antilope envoyait un message chimique dans l'air qui disait aux autres acacias attention attaque, et à ce moment-là, comme nous avec nos gènes, les acacias modifiaient la teneur en tanin, je crois que c'est ça, la teneur en tanin de dans leurs feuilles, ce qui faisait que ça créait un empoisonnement pour les antilopes. Et elles mouraient, et chaque arbre répétait le message au suivant. Et donc sur des espaces, sur des dizaines de mètres, le message était répété, et évidemment lié au sens du vent, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a communication, réaction, on est sur des êtres conscients. Les arbres sont conscients. On sait maintenant qu'ils communiquent à travers le mycélium, à travers les racines. Le mycélium, ce sont des champignons qui viennent
servir de réseau Internet, en fait, parce qu'ils y gagnent des substances nutritives. Et en fait, il y a un mycélium géant sous chaque forêt. Mais géant, vraiment. Des dizaines de kilomètres. Notre Terre est probablement aussi envahie, enfin envahie, c'est pas le mot, nourrie, informée à travers tout ce système de communication. Les plantes communiquent entre elles, les plantes communiquent avec nous, interagissent avec nous. Les animaux, je ris parce que c'est pitoyable. Il y a encore des gens, enfin pitoyable, c'est pas méchant, hein, c'est pitoyable au sens, mon Dieu, il y a encore des gens, des êtres humains sur cette terre qui, à leur niveau de conscience, croient qu'un animal n'a pas de conscience. Une plante ne sent pas, ne ressent pas. Ce sont les mêmes, ou un peu en dessous, qui croyaient que les Noirs n'avaient pas d'âme à l'époque de l'esclavage, et il n'y a pas si longtemps que les femmes non plus n'avaient pas d'âme. Donc, nous sommes dans un monde qui est conscient. Les végétaux sont conscients. Les animaux sont conscients. Est-ce que les minéraux sont conscients alors? Peut-être à un autre niveau. Eckhart Tolle dit que les cristaux sont l'équivalent des êtres éveillés chez les minéraux. S'il y a les pierres précieuses, donc s'il y a un éveil, c'est qu'il y a une conscience. Mais, ok, on rappelle que à l'heure actuelle, cette matière que nous connaissons, y compris l'air que nous respirons, ne représente que 5% de notre univers. 95% nous est inconnu. Dans ces 95%, il y a 75% d'énergie que nous ne voyons pas. Nous ne savons pas ce que c'est, mais nous voyons que l'univers est en expansion. Abraham X, cette entité qui est canalisée par Esther X, Abraham X, plutôt Abraham canalisé par Esther X. Abraham est une entité collective, donc dans un autre niveau vibratoire. Donc là, si pour vous c'est terre à terre, vous pouvez couper la vidéo. Je terminerai donc par les mots de cette entité qui nous dit que ce sont nos pensées, l'énergie de nos pensées, l'énergie de nos désirs qui créent l'expansion de l'univers. Donc ce n'est pas mal de vouloir des choses. Alors, ce n'est pas mal de désirer des choses. C'est-à-dire d'imaginer. En fait, moi j'ai envie de le dire comme ça. Imaginer. L'imagination est ce qui crée l'expansion de l'univers. Désir, c'est un niveau vibratoire où la négativité prend le dessus. Mais l'imagination est quelque chose qui est très aérien. Et c'est elle, pour moi, qui crée l'expansion de l'univers. À partir du moment où nous sommes entourés d'une énergie, on est quand même là, quoi. Une chance sur 700 trillions, sur 700 trillions d'êtres vivants, a calculé un chercheur, d'être ici présent vivant. Est-ce qu'on peut parler de chance, de hasard? 1 sur 700 trillions, c'est quand même incroyable, quoi. Et en même temps, ça fonctionne. Il suffirait j'avais lu ça aussi je sais plus combien de dizaines de zéros après la virgule. Si on change un seul de ces paramètres, un seul zéro, la vie n'est pas possible sur cette terre. Donc c'est tellement
et ce sont des scientifiques qui le disent, c'est tellement miraculeux cette vie que ça ne peut pas être un hasard. Parce que il y a tellement besoin, il y a plutôt besoin de tellement de conditions qui s'emboîtent les unes dans les autres que ça ne peut pas être un hasard. Au niveau spiritualité, quand on voit que nous sommes un tout, quand nous voyons qu'il y a une interconnexion, qu'il y a une conscience dans chaque chose. C'est quoi ce vide d'où sortent les particules? Elles viennent d'où, ces particules quantiques à chaque milliardième de seconde? Le photon, qui est donc la particule va à la vitesse de la lumière, n'a pas de masse. C'est la particule la plus rapide dans cet univers. Mais se pourrait-il qu'il y ait autre chose, qui soit encore plus rapide, qui vibre à une fréquence tellement rapide que ça dépasse la lumière, ça ne soit plus visible? Est-ce que ça pourrait expliquer ce qu'on appelle l'au-delà? Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un autre niveau vibratoire qui est moins limité que le nôtre, alors, dans lequel il y aurait peut-être davantage de conscience? Pas répondre à ces questions, mais c'est quand même intéressant de se dire 95% ne sait pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est Dieu, je sais pas ce que c'est la source, je sais pas ce que c'est la vie, mais est-ce que tout ça c'est pas un peu relié? Tant que la science n'aura pas répondu complètement de façon mécanique, la spiritualité pourra essayer de combler les trous. Mais n'oublions pas une chose, et c'est ma conclusion, c'est que de toute façon, à partir du moment où on est scientifique, on devient spirituel. Parce qu'on prend conscience, et si vous regardez tous les grands scientifiques, sont des hommes de spiritualité, Einstein en particulier, Descartes et tant d'autres, je ne connais pas bien les noms. On ne peut pas étudier le mystère de la vie sans prendre conscience que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est du domaine du cœur, du domaine de la croyance, du domaine de la foi, pas de la religion. J'entendais Frédéric Lenoir ce matin dire que la religion, c'est ce qui permet de regrouper les gens. La foi, c'est quelque chose qui est personnel. C'est ce qui nous relie à quelque chose d'autre. Sur ces belles paroles, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.